Bonjour à vous tous, nous ne sommes pas à l'Institut du monde arabe, mais dans un endroit absolument somptueux qui est la Fondation Vuitton dans le bois de Boulogne, réalisée, vous savez, par le célèbre architecte de Los Angeles, Frank Gehry. Vous savez aussi que nous fêtons une exposition particulièrement exceptionnelle, consacrée à l'art africain, avec quelqu'un qui est face à moi, qui est André Magnien. Bonjour. Bonjour. Je suis ravi de vous retrouver au cœur de cette exposition. Un petit mot sur la façon dont cette exposition s'est organisée. À l'origine de ça, il y a un personnage assez truculent qui s'appelle Jean Pigozzi. C'est en grande partie grâce à vous qu'il s'est intéressé à l'art africain d'aujourd'hui et pas à l'art traditionnel qu'on trouve dans de très nombreux endroits dans le monde, notamment pas très loin d'ici, au Quai Branly, donc à Paris. André, est-ce qu'on peut savoir exactement comment toute cette affaire exceptionnelle a commencé? Pour moi, elle a commencé en 86, lorsque je suis devenu commissaire adjoint de l'exposition Magicien de la Terre, conçue par Jean-Hubert Martin, qui fut présentée au Centre Pompidou et à la Grande Hall de Villette en 89. En 86, on n'avait jamais vu d'exposition qui réunissait des artistes des 5 continents. C'est aberrant, ça nous a paru aberrant, on était à l'aube des années 2000, et donc toute l'histoire s'était écrite de l'Europe et des États-Unis. Les autres continents étaient pour la plupart exclus, par ignorance, par méconnaissance, que sais-je encore. Et donc, nous avons décidé de faire le tour des continents Asie, Afrique, Amérique du Sud, Grand Nord, etc. et réunir 100 artistes des 5 continents pour la première fois en 89. Bien. Le dernier jour de l'exposition, Jean Pigozzi visite à 16h30, il l'a écrit il n'y a pas longtemps, à la Grande Hall de Villette, le dernier jour de l'exposition Magicien de la Terre, et il est subjugué par ce qu'il voit, parce que c'est un riche héritier qui collectionne, il est ami de Warhol, de Basquiat, et de Saïd Tomli, donc il a des œuvres comme tout le monde, dit-il, comme tous ses amis riches, et en fait il rêve d'avoir une collection que personne d'autre que lui peut avoir. Celle qui est ici. Voilà, celle-ci en est un petit pourcentage. Et donc, le Centre Pompidou le renseigne sur celui qui a fait des voyages principalement en Afrique, et c'est justement... Voilà, donc il semblerait que ce soit moi, oui. Et donc il prend rendez-vous avec moi pour le lendemain. C'est une dame, c'est peut-être en off, mais c'est une dame qui m'appelle. Il y a un monsieur qui veut vous voir. Oui, c'est pourquoi je ne peux pas vous le dire. Qu'est-ce qu'il veut? Je ne peux pas vous le dire. C'est qui? Je ne peux pas vous le dire. Bref, soyez dans tel endroit, un café qui jouxte le Centre Pompidou, demain matin à 9h30. Vous vous rencontrerez ce monsieur qui vous dira tout. Bien. Ce monsieur arrive à 9h30 le matin. Il m'a dit « André Magnien, bonjour, bravo pour l'exposition que je viens de voir. Quel est votre rêve ?» Et je lui dis « Écoutez, je viens de sillonner des continents dont on ne savait rien sur l'art, et en particulier l'Afrique. Mais en 3 ans, c'est peu pour prétendre connaître toute la création de 54 pays. Il n'y a pas de musée, il n'y a pas de collectionneur, il n'y a pas de galerie, mais il y a des artistes partout. Il m'a dit, écoutez, faites-moi une collection, je veux une collection unique au monde, vous allez me la faire, vous ne travaillez que pour moi, vous partez demain matin si vous voulez. Voilà. Nous avons, de 89 à 2009, nous avons donc, j'ai donc sillonné l'Afrique, j'ai acquis pour lui 12 000 œuvres, enfin, 12 000 numéros. Il y en a combien à la Fondation Vuitton qui sont présentés à peu près? 400. C'est... Dès 91, en fait, on organise déjà dans des musées un peu partout dans le monde des expositions à partir de ces collections. Mais celle-ci, je dirais, est la première qui réunit 15 artistes de sa collection avec des pièces absolument exceptionnelles. Alors, on trouve effectivement des articles qui sont très connus, comme Chéri Samba. Enfin, le grand public commence à avoir une vision de son œuvre, de son travail, etc. Juste à côté de nous, par exemple, derrière, il y a Barthélemy Togo, qui est ici, qui est moins connu, mais qui, quand même, maintenant commence à avoir une aura internationale. Donc, André Magnien, il y a une double question, c'est... Comment a fonctionné cette quête des œuvres dans un continent où il n'y a pas tellement de structure? Et deuxièmement, comment vous avez choisi les pièces qui sont dans cette exposition ici? Depuis Magicien de la Terre, celle avec Jean Pigozzi, c'est une histoire qui dure quand même plus de 20 ans, aujourd'hui 26 ans.
je dirais qu'elle est faite d'un grand nombre de très belles aventures, et notamment de fantastiques rencontres. Pour chaque artiste, en fait, je pourrais raconter une histoire et écrire un livre. Donc, c'est peut-être pas le moment pour cette émission d'en raconter tout autant, mais je dirais qu'il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de... C'est une aventure. C'est une aventure. En fait, je dis toujours, moi, je remercie beaucoup l'Afrique. L'Afrique m'a appris énormément de choses. Elle m'a fait et défait. Elle a détruit un grand nombre de certitudes, de vérités. Et je ne pourrais que remercier les artistes et l'Afrique de m'avoir fait grandir. J'espère que, comment peut-on dire, que tout ça va continuer. Parce qu'il y a des artistes qui naissent de plus en plus jeunes en Afrique et qui seront montés dans cette fondation. Voilà pour l'introduction donc de cette émission. Voici le sommaire. Nous allons parler de Virginie Despentes, de Camille. Bref, le voici. André, merci. Et j'étais ravi de vous croiser. 300 000 exemplaires vendus pour le premier tome, 200 000 pour le deuxième. Succès incontestable pour Virginie Despentes qui vient de boucler sa trilogie Vernon Subutex. Qui est fan de Virginie Despentes dans l'équipe ? Vous le saurez très vite. Enfants du hasard, c'est le titre du nouveau film des documentaristes belges Thierry Michel et Pascal Colson dont nous parlons aujourd'hui. On y suit les petits-enfants de mineurs turcs arrivés dans les années 60 en Belgique, film réussi mettant en valeur la question cardinale de l'éducation. Camille a mis du temps, 6 ans, mais elle sort enfin son 5e album studio, oui, avec un tréma sur le i. Camille fait-elle encore partie des chanteuses francophones qui comptent ? Une question à laquelle nos chroniqueurs apportent leur réponse. Et comme chaque semaine, notre tour du monde de la francophonie qui bouge et crée, c'est avec le Zap Culture. 300 millions de critiques, c'est parti. Premier sujet, nous allons le consacrer à Virginie Despentes, écrivain bien connu. Nous avions parlé ici même du premier tome de la saga donc, de Virginie Despentes, à propos donc, de Vernon Subutex. Vous savez que c'est un ancien disquaire, ce héros qui est devenu SDF. Dans le deuxième tome, Vernon fédérait autour de lui une sorte de groupe qui se réunissait du côté des Buttes Chaumont à Paris. Et voici qu'arrive donc le troisième tome. Il faut savoir que le succès est considérable. 300 000 exemplaires pour le tome 1, 200 000 pour le deuxième. Virginie Despentes vient de boucler sa trilogie avec Vernon Subutex version 3. Qui est fan de Virginie Despentes et de Vernon Subutex, donc son héros? Nous allons commencer par vous, mon cher Yves. Mais je vais présenter tous nos amis chroniqueurs. Donc Yves Bigot, qui vous le savez, est le patron de TV5 Monde. À ses côtés, donc vous la connaissez, Estelle Martin. Bonjour ma chère Estelle, bonjour mon cher Yves. À ma gauche, donc Myriam Fémiou, qui vient de très loin, puisqu'elle vient de Radio-Canada. Myriam, bonjour. Michel Serruti, de la radio-télévision suisse. Et enfin, Emmanuel Kérad, spécialiste de la littérature et qui est à la tête, vous le savez, à France Inter, de la librairie francophone. Alors, le succès critique, Yves, et le succès chez les libraires ou sur Amazon est absolument colossal. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous pensez de l'ensemble de cette saga ? Ben moi, je trouve ça assez remarquable, Guillaume, pour plusieurs raisons. D'abord, son récit est remarquablement construit. C'est déjà une chose, parce que ce n'est pas systématiquement le cas dans les romans. Et puis, il y a effectivement un côté assez balzacien. Alors, revu ou pas via Philippe Dian, ça, je laisse à chacun, évidemment, son opinion. Je sais que certains parmi mes camarades en auront. Mais surtout, je pense que la plus grande qualité, pour moi, en tous les cas, de cette saga construite... presque comme une série télé, en fait, et qui appelle d'ailleurs, Canal+, je crois, produit déjà la déclinaison en série télévisée. Mais c'est que Virginie Despentes s'y coltine les sujets d'actualité, et je dirais les sujets intimes d'actualité, c'est-à-dire ceux qui touchent à l'identité et aux rêves des gens, aux rêves des tribus, les attentats de Paris, la nuit debout, etc. On vit vraiment à travers tout ça, à travers son époque, à travers les thématiques. Et puis alors surtout, Virginie Despentes, elle vient là confirmer ce qui, moi, est une de mes théories depuis longtemps, vous allez le voir, c'est qu'en fait, les punks, ce qu'elle est, comme Patti Smith, comme d'autres, en réalité, ce sont des hippies. Parce que si vous regardez bien, le personnage de Vernon Subutex, c'est Tommy, le fameux Tommy des Who,
avec ce personnage comme ça, hein, christique, messianique, évidemment au destin un peu tragique, que finalement ces convergences qu'il organise, ben, c'est un peu comme les acid tests de San Francisco en 1966, et que finalement ces followers, ou en tous les cas ses amis, son groupe, ce sont un peu les Deadheads, hein, donc le public qui suivait le Grateful Dead à travers tous les États-Unis et même à travers l'Europe quand il venait là. Donc moi je pense en tous les cas que c'est une trilogie qui est extrêmement actuelle et qui donc déjà, à ce titre, en plus du fait que c'est remarquablement écrit, ben, nécessite d'être lu par vous qui nous regardez. Voilà, qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Bon, Emmanuel, par exemple. Alors, moi, ce qui m'agace un petit peu dans tout ça, c'est qu'elle fait l'unanimité auprès des critiques littéraires parisiens. Ouais. Tous s'y retrouvent peut-être, parce qu'ils y retrouvent évidemment leur jeunesse dans les années 90, puisqu'on plonge un peu dans les années 90 avec ce livre-là, même beaucoup, puisqu'on est au début de la révolution numérique. Mais si c'est bien, quel est le problème? Pardon? Si c'est bien, quel est le problème? Attendez, j'y arrive, Guillaume. Ah, voilà. Laissez-moi pousser un petit coup de gueule. Donc tout le monde s'y retrouve à Paris, Paris. On retrouve la coke, le sexe, l'alcool. Ces critiques littéraires parisiens adorent ce genre de livre. Il y a quelque chose quand même qui est assez étonnant. C'est que... leur microcosme. Hein. Oui, bon alors ça, je vous laisse. Il n'y a pas 300 000 les critiques littéraires parisiens. Non, alors évidemment, c'est un succès populaire. Évidemment, Virginie Despentes, avec cette trilogie, elle est arrivée à faire, comme le disait Yves, une série télévisée sur papier. Un peu comme les chroniques de San Francisco, qui ont été lues par des millions de lecteurs aux États-Unis et ailleurs, qui avaient comme ça une dimension romanesque avec des personnages absolument étonnants. Parce que c'est vrai que les personnages de Virginie Despentes sont étonnants. Donc, elle fait un roman populaire en 3 volets. Ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde salue ce livre-là, ces livres-là, alors qu'elle a fait bien mieux auparavant, selon moi. Mon cher Michel, Despentes version suisse. Alors, si vous vous souvenez, vous sortez les archives, le premier tome de Vernon Subutex m'avait laissé un peu sur ma faim. J'avais trouvé ça très caricatural, très stéréotypé au niveau des personnages. J'avoue que j'ai pris ce 3e opus avec pas mal de réticence. J'ai pas lu le 2e, j'ai lu le premier, j'ai lu le 3e, parce que voilà, je me disais, si on est reparti pour un tour comme pour le premier, moi, ça me plaît moyennement. Et puis, ce qui m'a séduit, alors effectivement, c'est moi qui ai changé, qui suis devenu vieux, qui me suis rapproché des élites parisiennes, je ne sais pas. Non, mais ce qui est plus intéressant, par contre, dans ce bouquin, je trouve, c'est qu'elle a justement délaissé cette espèce de galerie de portraits que moi, je trouvais un petit peu réducteur dans le premier ouvrage, pour s'attaquer beaucoup plus à un portrait, on va dire, sociologique des maux de la société aujourd'hui, que personnellement, je trouve très pertinent dans ce qu'elle met en avant. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'elle a l'art, dans cet ouvrage-là, justement, de ne pas utiliser un langage pédant pour expliquer que les riches sont en train de bouffer les pauvres, qu'ils n'en ont rien à foutre de ces pauvres, que la guerre est ouverte, les exploiteurs, les exploités. C'est un peu la littérature de la France insoumise, quoi. Ouais, mais ça a au moins l'avantage d'expliquer les choses de manière claire, précise. Moi, je m'y retrouve. Je trouve que c'est un livre qui est puissant de ce côté-là. Quand elle part sur 40 pages avec son histoire d'amourette d'Aïcha, là, j'avoue que je me suis vraiment embêté pendant 40 pages, parce que le livre sort un petit peu de... Mais dès qu'on revient Mais dès qu'on revient dans l'aspect beaucoup plus sociologique, je trouve qu'elle est juste, qu'elle dit les choses et qu'on ne lit pas tellement ces choses ailleurs de manière expliquée aussi claire. Voilà, peut-être mettez les pieds dans le plat. Myriam, le Canada. Bon, j'ai pris un certain plaisir à lire cet ouvrage-là. Peut-être que je ne suis pas assez nostalgique des années rock'n'roll et punk de Yves, et peut-être que je ne suis pas assez parisienne, mais pour moi, la description des personnages, le récit romanesque m'a laissé un petit peu plutôt froide, m'a un petit peu ennuyée, même, je dirais. Par contre, là où j'ai beaucoup apprécié ce livre, c'est cette espèce de polaroid, de regard porté sur la société, avec ses travers, avec les peurs, les angoisses. J'ai l'impression qu'on va pouvoir ressortir ce roman dans 30, 40, 50 ans et être capable de se dire comment était notre société aujourd'hui. Pour moi, nord-américaine, c'est assez intéressant de voir de l'intérieur ce Paris un peu underground de l'époque, mais pour le reste, j'ai l'impression que ces personnages sont même un peu caricaturaux, qu'elle les regarde aller un peu de loin. Alors moi, j'ai eu un petit peu de difficulté aussi à m'attacher aux personnages. Par contre, je suis assez d'accord avec mon collègue Michel. Le côté sociologique de ce livre-là est très réussi. On a pris nos notes ensemble. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je vous montre le livre. C'est un livre musical. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais peut-être parce que je suis aussi la cible, je suis parisienne, et effectivement, je trouve qu'elle nous parle de nous ici et maintenant.
Elle revient sur les attentats, que ce soit les attentats dans le 11e arrondissement, mais aussi Charlie Hebdo, La Nuit debout. On sent qu'elle a vécu, on sent qu'elle est en recherche. Vous parliez effectivement d'un point de vue sociologique, mais elle est en recherche d'une autre voie. Il y a une certaine nostalgie par rapport à toute cette culture rock qu'elle a vécue, qu'elle aimerait retrouver. En fait, ces convergences qui se passent dans un camp avec donc Vernon Subutex qui devient une sorte de gourou, mais gourou musical, où ils n'ont même plus besoin de drogue, où il y a une espèce... On sent qu'elle a envie de retrouver cet esprit collectif. Et d'ailleurs, elle le dit, elle est en recherche, elle est une rêveuse. Alors, rêveuse à plusieurs termes de ce point de vue-là. C'est bizarre de dire ça pour Virginie Despentes, qui est assez rock, qui est assez... Mais en fait, on sent bien, elle dit qu'elle a une colère de vaincue. C'est-à-dire que cette société, elle la voit, elle est un petit peu triste de ce qui se passe, elle le relaie et elle cherche une autre voie. Et il y a beaucoup de Français aujourd'hui, et pas seulement des Français, dans le monde entier, des gens cherchent d'autres voies. Elle parle de l'argent avec Charles. On pensait qu'il était SDF, c'est un des personnages, et en fait il est millionnaire, mais il ne veut pas vivre avec ça. Lavero, qui est sa femme. Enfin, il y a tous ces personnages et toute cette question autour de l'argent, c'est-à-dire il faut avoir de l'argent, mais comment, pourquoi en faire? La solidarité. C'est un livre sur la survie et la solidarité dans une grande métropole. Et ce qui est triste, c'est qu'on sent bien qu'elle aimerait bien qu'on retrouve cet esprit collectif, mais elle ne sait pas comment. Continuez, j'ai perdu toutes mes forces, allez-y. Et ne vous inquiétez pas, je peux faire sans. Voilà, je ne vais pas dévoiler la fin du livre, absolument pas, mais on sent quand même qu'elle est très désenchantée, et cette culture de la série, elle a beaucoup regardé Walking Dead, alors on trouve ce côté violent de Walking Dead, si vous reconnaissez cette série, et elle l'explique, elle écrit énormément, et après elle fait comme au cinéma, elle fait du montage, et moi je trouve qu'effectivement c'est un livre, alors je ne sais pas si on peut exprimer ce terme, qui est extrêmement bien monté, qui a une très bonne architecture, on suit les personnages, et ce qui est le plus jouissif, c'est de voir les personnages avec différents points de vue. Que peut-on dire que dans cette génération, évidemment, le rock a joué une influence considérable. Michel Houellebecq aime le rock, il fait de la musique avec Iggy Pop. Marc Lambon, qui est à l'Académie française, cite le rock dans un certain nombre de ses livres. Son grand frère, qui est évidemment Philippe Gian, est un passionné absolu de rock. Alors il y a ce côté chose vue, effectivement, qui est la grande tradition de la littérature française, Victor Hugo. C'est-à-dire je participe ou je vois les événements de 1848, je les raconte. De ce point de vue-là, c'est très très réussi, à mon avis. Il y a une grande nostalgie quand elle parle du Paris d'aujourd'hui. On a l'impression que c'est juste le Paris d'avant Macron. C'est-à-dire que ce dont elle parle, c'est le Paris qui déprime, qui est celui d'il y a 6 mois. Alors, je ne suis pas en train de faire les pompes du nouveau président de la République, mais on a l'impression qu'aujourd'hui, ce ne serait pas exactement la même chose. Dit, hein. Voilà. Et la troisième chose qui est assez bizarre, c'est que je trouve qu'il court dans ce livre une énorme nostalgie de la possibilité de vivre d'une manière marginale. Parce qu'il était question du monde du porno, du rock, qui n'est quand même pas le rock des grands groupes anglo-saxons. C'est quand même un peu un rock un peu... Elle cite La Souris déglinguée, Voilà. Oberkampf, etc. C'est quand même pas révolutionné l'histoire de la musique. Donc, CDC, les Kills, tout ça aussi. Les mais ce dont elle est nostalgique, c'est de la possibilité de vivre comme ça dans la France d'aujourd'hui. Or, aujourd'hui, la marginalité, c'est immédiatement la pauvreté. C'est pas du tout comme dans les années 80, où vous pouviez sortir de chez vous, payer vaguement votre loyer une fois tous les 3 mois, aller au bain-douche, voir un concert de Prince, faire des enfants à peu près avec tout le monde, baiser sans entrave, etc. Voilà. La vie de Guillaume Durand. Voilà. Ce garçon. Malheureusement, ça n'était pas la mienne. Donc on sent qu'il y a une énorme nostalgie par rapport à ça et que ce monde-là est un monde disparu. Donc c'est la grande qualité, évidemment, du livre de Virginie Despentes. 300 millions de critiques, donc, et cette émission sur l'actualité francophone qu'il ne faut pas rater. Sur Twitter, les lecteurs de Virginie Despentes sont satisfaits et le font savoir, comme Anaïs, qui dit « Je viens de finir le tome 3 de Vernon Subutex, ça se bouscule dans ma tête. Despentes est parti très loin. Fin magistrale pour Vernon. » Donc voilà, vous nous suivez sur Twitter, vous retrouvez toutes les infos, bien évidemment, sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page Facebook de l'émission aux adresses qui s'affichent en bas de l'écran. Et nous saluons Emmanuel Kérad, que nous retrouvons la semaine prochaine. Et alors, il y a une chose qui est très étonnante, Yves, c'est que malgré le fait que vous soyez le patron de cette chaîne, vous allez vous aussi vous casser. Et on vous retrouvera donc à la fin de l'émission. Salut. Non, on se débarrasse des extrêmes. Deuxième sujet. Enfants du hasard, c'est le titre du nouveau film de documentaristes belges Thierry Michel et Pascal Colson. On y suit les petits-enfants donc des mineurs turcs arrivés dans les années 60 à Sherat, qui est une ville de la région liégeoise. Et c'est un coup de projecteur, évidemment, universel sur la question cardinale de l'éducation. On en parle juste après avoir regardé la bande-annonce de ce documentaire dont on parle beaucoup et qui sera diffusé dans quelques mois sur TV5 Monde. Les vacances se sont bien passées? Bien passées. Tant mieux.
C'est bon, c'est bon. Comme quoi, ce que j'ai fait l'année dernière, on a quand même un peu retenu. Tout le monde en religion islamique? Ah non. Lucas en morale. C'est quoi ça? Que tu faisais dans la mine? Si votre grand-père n'avait pas décidé un jour de quitter son pays pour venir travailler à Chorat, vous seriez en Turquie sur un banc à l'école en Turquie au lieu d'être ici avec moi. Qu'est-ce qu'il y a un grand-père qui était mineur ici à Chorat? Il avait dit que c'était dur et le sol, c'est pas très agréable. Il a pris surtout quand des pierres allaient tomber sur eux ou quoi. Il faut que vos enfants soient en pleine forme. Parce que la grosse échéance, évidemment, c'est au mois de juin, le CEB pour les élèves de 6e. Tout le monde doit l'avoir. C'est le chaos à l'intérieur de l'aéroport. La façade en verre a été complètement soufflée. Dans les décombres, certains cherchent encore des proches. En fait, je sais pas pourquoi ils tuent. Ils ont pas la même religion. Non, la plupart ici. Oui. Mais c'est la même religion, ils sont musulmans. Oui. Mais pas de la même façon, madame. Là, tu fais le malin parce que tu es chez les grands. Oui. L'année prochaine, tu sais bien ce que je t'ai dit, tu seras chez les petits. Ce qui me rend le plus heureux, quand on est tous rassemblés, quand on est en famille. Le monde, la vie, c'est comme ça, monsieur. On va aller chercher les phares de contrôle. Ah, mais je ne l'ai même pas photocopié. Bonjour à vous, Lise Lauretière. Je suis ravi de vous accueillir donc, pour parler de ce documentaire et de la suite de cette émission. Et bonjour à vous. Donc, Pascal Bourbeau, est-ce qu'on peut savoir ce que vous savez d'ailleurs de ces deux documentaristes qui n'en sont pas à leur coup d'essai? Alors Thierry Michel, c'est un grand réalisateur belge, il est très connu. Il est plus connu d'ailleurs pour ses films en Afrique, comme vous vous en souvenez. Mobutu, roi du Zaïre, Katanga Business, Le docteur qui répare les femmes. Donc on avait l'habitude de voir ces films très loin. Là, il plante sa caméra à 20 km de chez lui, dans la banlieue industrielle de Liège, dans un petit village, vous l'avez dit, Cherat, qui est un village à côté. Il choisit une école à côté d'un charbonnage qui s'appelle Hasard, d'où le film Les enfants du hasard. Et pendant une année, il va suivre ses enfants, une classe, il choisit une classe, une maîtresse qui est quand même un modèle de bienveillance et de tolérance qui est absolument extraordinaire. Et cette classe, la dernière classe de primaire, avec des enfants qui sont tous des petits-enfants de mineurs turcs qui ont été amenés là pour travailler dans les charbonnages. Voilà, ça c'est le pitch. Mais je serais ravie de savoir ce que mes collègues en pensent, parce que moi j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Alors, on va revenir sur ce film-là. L'Isdor, il a aussi beaucoup travaillé ils ont beaucoup travaillé en Afrique. Oui, c'est vrai que Thierry Michel a beaucoup travaillé sur le continent. Mais pour revenir au film, ce que j'aime dans ce film, c'est qu'il fait écho à l'immigration des afro-descendants. C'est-à-dire que tout est dit dedans. On aborde en classe avec cette maîtresse, d'ailleurs, Brigitte Perlet, qui est exceptionnelle, tous les sujets. Il n'y a pas de sujet tabou qu'on traite au quartier. On parle du suicide des jeunes, on parle des cours. D'ailleurs, je trouve que par rapport à toutes les questions liées à l'éducation, qu'il y ait en Belgique ce qu'ils appellent des cours d'éthique, permettent que toutes ces questions soient traitées à l'école. Et puis il y a un autre aspect que je trouve aussi qui est très important, c'est l'origine. C'est-à-dire que ces enfants, on leur explique pourquoi ils sont là. Et il y a leurs grands-pères qui ont travaillé dans les mines, qui viennent, qui leur expliquent que si vous êtes là, c'est parce que nous avons quitté la Turquie pour venir travailler dans ces mines. Et je trouve que ce qu'on pourrait faire en France, ce serait bien d'expliquer aux enfants d'immigrés d'où ils viennent, qu'il y ait cette pédagogie. Qu'il y ait cette pédagogie de façon à ce qu'on ne soit pas en souffrance et qu'on mette un accent sur la différence. Comme le disait tout à l'heure donc Pascal, est-ce que vous avez trouvé ça bien, pas bien, intéressant, pas intéressant? J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, j'ai beaucoup apprécié ce film-là, et d'autant plus qu'à une époque où l'Occident a des problèmes avec l'immigration de gens venus de pays arabes ou de confession musulmane, je trouve que c'est un film hyper lumineux qui nous apprend, qui nous fait comprendre les gens qui sont dans ce pays-là. Donc, plusieurs tabous, je trouve, sont tombés pendant ce film-là. Et ce que je trouve qui a été brillant, ça a été de filmer
et la rencontre intergénérationnelle aussi. Ces enfants qui apprennent à se comprendre, à mieux se comprendre à travers les yeux et les souvenirs de leur grand-père. Ça a donné des moments très savoureux. Cette scène incroyable lorsque les enfants regardent les attentats et avec l'écoute, avec la bienveillance de cette enseignante, ils arrivent à faire le constat quelle est la différence entre un musulman et un terroriste. Cette phrase hyper choc parce que nous, on a la liberté et pas eux. Je trouve que ce film-là, ne serait-ce que pour cette phrase-là, a tout son impact. Voilà, il sera diffusé bientôt sur TV5 Monde. Michel, vous en pensez quoi? Ce que je pourrais ajouter par rapport à ce film, évidemment, c'est une sorte de mélange. Ça nous fait penser au fameux film Être et avoir, un tout petit peu, un film qui avait connu un formidable succès autour du professeur Gérard Lopez. Il y a un film en Suisse d'Yves Yersin aussi, Tableau noir, qui est un petit peu du même tonneau, avec une classe à plusieurs niveaux, avec un prof, Gilbert Richie, c'est sa dernière année de prof, il a 40 ans d'expérience, etc. Alors, en même temps, je trouve que ce sont des films qui sont formidables, et en même temps, moi, je suis animé d'une tristesse ou d'une certaine nostalgie, parce que je me dis, mais combien d'élèves dans le monde, en francophonie, en Suisse, en France, en Belgique, ont la chance aujourd'hui de se retrouver avec des mentors pareils, des gens comme Brigitte dans cette classe-là, d'être 10 dans une classe. Aujourd'hui, ils sont 35, ils ne sont pas 10. Qu'on leur accorde une attention. Entre les murs de Laurent Cantet qui avait eu la Palme d'Or à Cannes. Voilà. Qu'on ait effectivement l'attention d'un instituteur ou d'une institutrice parce qu'on est si peu en classe. Donc je trouve que pédagogiquement c'est un exemple à suivre, mais en même temps on va dans le sens inverse. Donc je regarde ça presque avec une certaine nostalgie parce que c'est pas, semble-t-il en tout cas, la chose la plus récurrente. Pardon ? C'est pas ça en Suisse. Bon, en Suisse, on a comme en France, alors qu'est-ce qu'il faut vous dire ? On a des classes aussi qui sont nombreuses, avec 30 élèves aujourd'hui, maintenant, bien sûr. Et ça, je pense que c'est un véritable problème au niveau de l'enseignement. Et puis la deuxième chose, alors effectivement, que je trouve passionnante dans ce film-là, la deuxième couche au-delà de l'aspect pédagogique, c'est ce dont on parlait, c'est par rapport à l'immigration, avec des paroles d'enfants qui sont... Alors, ce que tu disais, je trouve ça... Voilà, ça... Parfait. Et puis l'autre chose, c'est quand les enfants parlent du fait qu'ils sont toujours entre eux. C'est génial. Qu'ils sont complètement entre eux, qu'ils sont... Voilà, il y a une sorte de confort. Puis en même temps, qu'ils disent, mais on ne sait pas comment se comporter avec les autres parce qu'on ne les voit jamais. Et en une phrase, vous avez tout le problème de la ghettoisation parce qu'on a parqué des gens, des populations dans un endroit et puis ils n'en sortent pas. Est-ce que le débat sur l'immigration fait rage en Suisse ou pas ? Oh oui, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr, on a un parti en Suisse qui est l'Union démocratique du centre, l'UDC, qui est à la base d'un certain nombre de votations, les minarets, la restriction de l'immigration en Suisse, qui existe depuis des années, qui essaie de mettre en place une législation qui est beaucoup plus dure à l'endroit de l'immigration. Non, le débat sur l'immigration en Suisse fait les titres au quotidien. Avec vous, Estelle, donc le sentiment partagé. Oui, partagé, oui et non, parce que c'est vrai qu'après, c'est un très beau film, et c'est vrai que ça marche toujours de suivre une classe. Là, en plus, tous ces enfants, sauf un, sont d'origine turque, ils sont musulmans. Il y en a un seul qui un peu échappe. Ils ont tous l'air gentils, adorables. C'est ça qui est un petit peu presque curieux par rapport à d'autres films que j'ai vus, d'autres documentaires. Il y a Mohamed Ali, il porte bien son nom, c'est le seul trublion de la classe. Et on a l'impression que c'est une espèce de parenthèse enchantée, alors grâce à Brigitte, qui est un peu l'éducation à la papa. Alors, c'est une très belle éducation, c'est une femme merveilleuse comme dans Être ou avoir, mais j'ai l'impression que ça doit exister, ça existe encore, mais bon, de moins en moins, malheureusement. Donc c'est là où je suis un petit peu plus sceptique. Enfin, c'est-à-dire que je trouve que c'est un peu trop... on sent que le gap, ça va arriver après le CEB. Je ne connaissais pas, c'est leur certificat d'études, a priori, en Belgique. En France, on n'a pas ça. Et on sent que ça va être après que ça va devenir compliqué, c'est le secondaire. Et c'est là où je trouve que d'autres films qu'on a fait en France posent plus la question de l'immigration. Je pense à Swagé. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ce documentaire d'Olivier Babinet, qui a eu beaucoup de succès. Ça se passait à Aulnay-sous-Bois. Alors, c'est beaucoup moins sylvestre que Chérat, c'est beaucoup moins apaisé, c'est-à-dire que c'est vraiment de la banlieue française qu'on voit peu, et en fait, il suivait 11 collégiens, et il parlait des Français de souche, par exemple, il ne savait pas ce que c'était, vraiment, il posait des questions, alors, avec un point de vue extrêmement esthétique aussi, ce qui pouvait surprendre le spectateur ou le téléspectateur, et c'est vrai que c'est ce qui m'a un petit peu manqué, c'est normal, ce sont des enfants encore très jeunes, ils ont 11, donc 12 trop ans. Image d'Épinal. Je trouve que ça fait un peu image d'Épinal, et j'aurais aimé quelque chose d'un peu plus... c'est très curieux, parce que je suis très étonnée que vous n'ayez pas vu l'aspect négatif de ce film, qui, moi, m'a énormément interpellée et vraiment bouleversée. C'est-à-dire que finalement, c'est un magnifique film sur le déterminisme social et le déterminisme religieux. C'est-à-dire que, comme il y a une série de scènes où finalement les enfants se préparent à vivre la vie qu'on attend d'eux, ils sont
belge, né en Belgique, petit-enfant de mineurs turcs, on l'a dit, musulmans pratiquant une religion totalement apaisée, on l'a dit, mais qui ont une vision quand même extrêmement ce qu'on attend d'eux. C'est-à-dire, il y a une scène où la maîtresse leur parle d'amour. On leur dit, quelle est la femme rêvée que tu voudrais épouser? Eh bien, ça va être une Turque. Elle doit-elle être musulmane? Oui. Doit-elle porter le foulard? Oui. Non. Les filles, la même chose. Alors, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui disent. Il y en a quelques-uns qui disent, notamment les filles, qui disent non, j'ai le choix, je ne sais pas encore si je vais mettre le foulard, mais quand même. Et donc, on sent que là-dedans, alors il y a cette scène sur le Ramadan aussi où la maîtresse pose la question de l'utilité du Ramadan au moment des examens et où il n'y a pas vraiment de débat. Et donc, moi, j'ai quand même l'impression qu'à un moment donné, c'est un magnifique film très juste, très honnête et qui nous fait plonger dans un univers qu'on connaît peu, mal, etc. Mais qui pose la question de la place de l'islam. Là, vous parlez des attentats, il y a une question qui est quand même assez évidente. Si ça a le défaut, je ne sais pas si c'est la vérité, mais en tout cas l'interrogation qui est celle de Pascal, comment on passe justement de cette petite école bienveillante, un peu classique, finalement à Molenbeek et les attentats? C'est-à-dire que là, c'est toujours les deux niveaux de lecture. C'est-à-dire, sur le problème du terrorisme et sur le problème des attentats et sur le problème de Molenbeek, de la radicalisation, là, il n'y a aucun doute, tout le monde est clair parce que comme la majorité des musulmans, ils vivent leur religion de manière apaisée et ils condamnent. Moi, c'est le phénomène de fond qui est en train de se passer. C'est cette islamisation de la société, même si, évidemment, il faut faire avec. Moi, je pense qu'il faudrait quand même que les enfants aient une meilleure base. Parce que le problème aussi, c'est que si tu grandis dans une cité, dans une classe où il y a plusieurs élèves, où il se passe ce qu'on voit en banlieue, qu'on ressasse sans arrêt, moi, je trouve que c'est plutôt porteur d'espoir de savoir que dans ce petit village à Chirat, il y a des enfants qui grandissent avec des bonnes bases et qui savent distinguer, enfin, si on peut parler du bien, du mal, un terroriste, comme disait tout à l'heure Myriam. Non, mais c'est important pour l'éducation de base. Il y en a qui ne l'ont pas du tout. Et je voudrais terminer avec la question que m'a posée Guillaume tout à l'heure par rapport à ceux qui peuvent désespérer de savoir que peut-être Thierry Michel fait aujourd'hui des documentaires que pour la Belgique. À la rentrée, il va sortir un coffret qui va relater tous ces films et les 25 ans de l'histoire justement de la République démocratique du Congo, puisqu'il a fait quasiment tout le pays, sauf peut-être la province du Kasaï. Le coffret sera d'ailleurs préfacé par Colette Bratman et ça permettra de repartir du début. Il avait commencé par l'histoire de Mobutu. Je ne sais pas, vous connaissez cette phrase de Mobutu qui annonce le multipartisme presque en larmes et tout ça, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à Kabila. Voilà, c'est un documentaire qui s'appelle Les enfants du hasard. Il est déjà en salle en Belgique et les spectateurs apprécient. Myriam, par exemple, magnifique documentaire de Thierry Michel, Les enfants du hasard, à boire, à manger, de quoi pleurer, rire, s'enthousiasmer et désespérer. Vous nous suivez évidemment sur Twitter. Vous retrouvez les infos sur le site internet de l'émission ou sur la page Facebook. Toutes les adresses s'affichent. Vous allez les découvrir en bas de l'écran. Dans un instant, nous allons parler de la chanteuse Camille Liselor, merci d'être venue nous parler de la carrière donc, de ce documentariste Thierry Michel. Et voici donc le moment toujours attendu dans l'émission du Zap Culture, tour de l'actualité francophone. Finalement, il y a quoi dans le Coran ? Une question à laquelle l'islamologue Rachid Benzine et le metteur en scène Ismaël Saïdi ont tenté de répondre dans cet ouvrage. Le contenu est surtout destiné aux jeunes et devrait susciter la réflexion. Avant de nous parler, il a parlé à des hommes qui ne sont pas nous, dans une société qui n'est pas la nôtre, et dans des enjeux de société qui ne sont pas les nôtres. Et si le jeune n'a pas la conscience de cette distance historique, il aura tendance à se projeter dans le texte. C'est un village un peu perdu au cœur de la Champagne. Et soit 750 habitants, personne ne connaît vraiment cet endroit. Et pourtant, pendant 30 ans, Auguste Renoir est venu peindre ici tous les étés, au moment des vacances. Aujourd'hui, les paysages n'ont pas beaucoup changé et ce patrimoine méconnu est en train de sortir de l'oubli. Avant-dernier finaliste à se produire hier soir, Victor-Julien Laferrière a sublimé le premier concerto de Shostakovich. En faisant vibrer son magnifique violoncelle italien du XVIIIe siècle, il a conquis le public et les membres du jury. Una folle d'arma gridi, chi sognato nata
dans cette mise en scène, il y a beaucoup de personnages extrêmes, avec des sentiments très exacerbés. On sent aussi la chaleur de l'Espagne, on sent aussi de la noirceur, on sent de la sueur aussi par moments. Faire rimer cœur avec rocker, c'est un bon symbole. Mais ça, on a décoiffé quelques-uns en France, je dois vous dire. À commencer par mes paroliers emblématiques. Une chanson, un hymne devenu acte de résistance. Voilà, nous sortons de ce tour du monde culturel de la francophonie pour parler de Camille, qui a mis du temps, 6 ans, pour sortir un nouvel album studio. C'est son 5e album. Est-ce que c'est un album de qualité? Nous allons répondre à toutes ces questions, donc, juste après avoir découvert un extrait que voici. Alors, raison de la disparition, raison du retour. Alors, surtout, c'est devenu une maman 2 fois. Le papa Clément Ducol est son arrangeur et le réalisateur de son album. C'est lui qui fait le prochain album de Salvatore Adamo, cher Pascal. Et puis, je pense qu'il y a une certaine maturité qui est venue avec la maternité chez Camille. Sur ce nouvel album, elle fait moins la faux folle qu'elle adorait faire sur la plupart de ses disques précédents. Ça ne change rien et ça n'enlève rien à son talent ni à son originalité. On est dans la même esthétique de la parole beatbox, en fait. Alors, il y a toujours de ça, parce que sa musique est construite autour à la fois du tambour, de la percussion, de la rythmique et puis de chorale qu'elle fait avec elle-même. Donc plusieurs voix, etc., un peu à la Björk, hein. Et puis beaucoup de mélodies, ces mélodies un peu enfantines, comme des comptines, avec un côté un peu circulaire qui peut rappeler Johnny Mitchell hein, par moment, justement. Et puis, vraiment, je veux dire, c'est très original, c'est la chérie, un peu comme Virginie Despentes, d'ailleurs, même si elles sont très différentes, de la critique aussi. Camille, chaque fois qu'elle sort un disque, elle a la victoire de la musique de la chanteuse de l'année, etc. Donc, c'est quelqu'un qu'on aime pour son originalité, justement, sa singularité, sa différence, voilà. Et puis son côté faux-folle, mais qui, du coup, en fait quelqu'un de très créatif. Alors, est-ce qu'on est sensible dans la francophonie
À l'œuvre de Camille Pascal. Commençons par vous, Belgique. Alors, elle était le 13 mai dernier au Cirque Royal à Bruxelles et elle a cartonné la presse. C'était dithyrambique. Ils ont parlé du plus beau spectacle de l'année, un événement multisensoriel. C'était effectivement un grand moment. Alors, dans les critiques, dont les critiques sont unanimes, alors pourquoi est-ce qu'elle a cartonné? Mais effectivement, l'album est bon. Elle a vraiment un travail musical sur sa voix qui est extraordinaire. Et sur scène, elle a vraiment travaillé sa mise en scène et sa scénographie. Notamment, elle a un jeu avec ce voile bleu qu'on voit un petit peu dans sa vidéo, son clip, où elle se cache, elle n'apparaît qu'à la deuxième chanson. Il y a un travail de lumière et d'ombre. C'est une danseuse, hein, il faut rappeler. Voilà. Oui, et alors elle fait participer le public, ce qui est assez nouveau. Enfin, il y en a qui le font, hein, mais elle ne l'avait pas fait. Donc, notamment sur la chanson que moi je trouve magnifique, Seeds, elle descend avec toute son équipe et une série de joueurs de tambour dans le parterre du public. La chanson Lou, qui est aussi une chanson du XVIe siècle, remise au goût du XXIe siècle, elle fait intervenir le public aussi. Et puis, enfin, voilà. Donc, enchantée, la Belgique adore Camille, voilà. Est-ce que le nom de Camille a traversé l'océan? Oui, depuis déjà un bon moment, depuis ses premiers albums. Elle a été assez populaire avec l'album Le Fil il y a quelques années. On la joue un peu moins là, depuis quelques temps. Donc, le buzz s'est passé là, surtout lors d'une collaboration qu'elle a faite avec Yann Perrault, qui est un de nos chanteurs en vogue. Mais peut-être la singularité que vous vantez dans le reste de la francophonie, chez nous, ça a commencé un petit peu à déranger, pas déranger, mais à nous laisser un peu froid. Il y a quelque chose de très recherché, justement, dans ce que fait Camille, autant dans sa voix que ses arrangements musicaux, les percussions qui sont très présentes, toute la scénographie qui est autour d'elle, qui fait que finalement, il y a quelque chose d'un petit peu maniéré qui, chez nous, n'a pas nécessairement rallié les Québécois. Je vous dirais que Fontaine de lait, pour l'instant, ne joue pas à Ici Musique, la radio musicale de Radio-Canada où je travaille. Il y a une petite tiédeur là, dans l'accueil de ce dernier, plus récent album. Par contre, je veux quand même, à un moment où je trouve que tout s'uniformise un petit peu pour plaire au plus grand public, je peux quand même saluer justement sa recherche musicale, exactement, de vouloir se démarquer, d'avoir une approche, une proposition vraiment bien léchée. Et il y a quelque temps, elle disait en entrevue qui accompagnait la sortie de son album qu'elle faisait des parallèles entre la gastronomie et son travail, c'est-à-dire la recherche des textures. Et je continuerai cette analogie-là. Je trouve que c'est de la haute gastronomie, même ce qu'elle fait. Donc, c'est très beau dans l'assiette. On est un peu impressionné, mais après, on sort du resto, on a encore un peu faim. Chez vous, par exemple, en Suisse, on soutient, on s'intéresse à ça et on participe à l'aventure. Alors Camille, oui, je regardais l'autre jour les ventes de disques générales de Camille, en tout cas sur les deux albums qui ont précédé celui-ci. Elle s'est chaque fois classée 24e, 23, 24e pour ses ventes d'albums en Suisse, ce qui est plutôt une bonne chose. J'imagine que celui-ci suivra la même courbe. En plus, elle est en tournée en Suisse, elle va passer par Paléo, elle a plusieurs dates pendant l'été. Elle est au Grand Festival. Le festival de Lyon, le Paléo Festival. Ce sera intéressant d'ailleurs, elle le disait dans une interview, il sera intéressant de voir comment elle va pouvoir adapter son spectacle en plein air avec un grand public, alors que c'est plutôt quelque chose de volontiers intimiste, mais ce sera un défi et pour elle et pour le public. Maintenant, quant à cette évolution, moi, c'est vrai que ça... Ça vous plaît ou pas? Alors, moi, je trouve que... Alors, ce dernier album, moi, j'avoue que oui, moi, je le trouve justement intéressant, original. Je le trouve plus mélodique, peut-être, que les premiers albums sur lesquels elle était peut-être plus aventureuse. Mais là, il y a un soin qui est un petit peu plus important qui est apporté à la mélodie. Ce que je trouve intéressant, surtout, c'est cette capacité, alors, puisqu'il faut faire peut-être un petit parallèle avec le jazz, c'est cette capacité à se créer son propre univers. C'est-à-dire qu'elle va prendre un peu de la musique classique, elle va prendre un peu de la fanfare, de l'électro, de la pop... du folklore même, avec la chanson sur le loup, et puis elle en fait quelque chose comme ça, qui est elle, qui lui appartient, et puis qui a ces deux choses, qui est à la fois intime et puis pas complètement, qui à la fois a l'air maniéré, puis en même temps qui est relativement simpliste. Yves, la dernière question qu'on peut se poser concernant Camille, c'est effectivement, il y a eu cet aspect, elle est sortie comme un peu la chanteuse de variété d'avant-garde, pour simplifier les choses. Mais est-ce qu'elle ne s'est pas fait piquer le rôle, tout simplement, par Christine and the Queens, c'est-à-dire par la charmante Héloïse, à la fois parce qu'il y a l'introduction de la danse, une influence de Pina Bausch, des grands chorégraphes allemands, tout en étant toujours dans le monde des variétés, tout en... Voilà. Et puis en chantant en anglais, aussi pour ce qui est de Christine and the Queens. Alors, on va dire que vous avez raison de faire le parallèle, Guillaume. En même temps, je pense que leurs territoires sont compatibles.
Parce qu'il y en a une qui s'attaque au monde et l'autre qui vit à Villeneuve-les-Avignon, ce qui n'est pas la même chose quand même. C'est ça, c'est-à-dire Christine, c'est quelqu'un de très urbain, hein, alors que Camille a décidé d'être... effectivement, de vivre ce retour à la terre, l'autarcie qu'elle recherche avec son compagnon. Oui, mais alors le quinoa a-t-il un avenir? C'est un autre problème. D'après Mélenchon, Guillaume, surtout, c'est que, Guillaume, vous et moi, en tous les cas, à notre âge, on a besoin de quinoa et de kurkuma. Enfin, vous plus que moi. Sur Twitter, le journaliste de l'hebdomadaire français L'Express, Gilles Médioni, explique qu'il ne se lasse pas du oui tour donc de Camille. Vous nous suivez sur Twitter et retrouvez les infos sur le site internet de TV5 Monde ou sur la page donc Facebook de l'émission aux adresses qui s'affichent en bas de votre écran. C'est un oui d'ailleurs. Ouais, voilà. Parce que dans une interview, elle disait que vraiment, plutôt que le non, elle voulait un truc positif. Donc c'est un oui affirmé. Je crois que c'est ça qu'elle voulait dire avec son. Je plaisantais. Hein. Mais c'est un oui qui interpelle l'oreille. Les coups de cœur. Yves. Alors, mon coup de cœur devrait être là derrière moi. Il est là. On m'a demandé de le cacher, mais je le sors maintenant. Et donc, ce qu'ils font est juste. Ils mettent la solidarité et l'hospitalité à l'honneur. C'est un livre donc avec une magnifique couverture de Enki Bilal. Le Enki Bilal. Ouais. Béatrice Vallès, ex-rédactrice en chef historique de Libération, a donc demandé des textes sur ce thème de l'hospitalité. Évidemment, des migrants et de la solidarité à un grand nombre, donc à un dessinateur, Enki Bilal, mais aussi à un certain nombre d'auteurs très différents, dont c'est un peu la bande de Libé aussi qui ressort. Il y a Gérard Lefort, Pascal Manoukian, Nimrod aussi, grand écrivain et humoriste africain. Le livre, comme ça, je remontre absolument le livre. Estelle. Alors moi, on a beaucoup parlé de changement de société. C'est vrai que ça nous interpelle tous, notamment Virginie Despentes et aussi Camille, on l'a dit. Donc voici 5e édition du forum Changer d'air. On y réfléchit dans ce forum, vous l'avez compris. C'est le 13 juin 2017 à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et là, le thème, c'est le travail aux robots, la vie aux humains. Un thème qui nous touche tous. Et c'est inspiré d'un livre de Joël de René. Donc si vous ne pouvez pas aller au forum, vous pouvez lire ce livre. C'est la 5e édition du forum Changer d'air. C'est mon coup de cœur. Merci beaucoup. Pascal. Alors mon coup de cœur s'appelle Paul est là. C'est un court-métrage belge signé Valentina Morel et qui a gagné le premier prix Ciné-Fondation à Cannes. C'est d'ailleurs le seul que la Belgique a remporté. Ciné-Fondation, c'est quoi? C'est 2600 courts-métrages envoyés par toutes les écoles de cinéma dans le monde. 16 ont été sélectionnés et donc le vainqueur, la lauréate, c'est Valentina Morel. Elle revient. Alors le film. Et on peut le voir sur le net, le court-métrage? Oui, on peut le voir sur le net. Et elle a fait ce film. C'est son film de fin d'études à l'INSAS, qui est une des écoles de cinéma de Bruxelles de grande renommée. Voilà. Michel. Alors, puisqu'on parlait durant cette émission avec Virginie Despentes du changement, on va dire, de société ou une sorte de portrait sociologique, moi je vous propose ce bouquin qu'on l'on doit à Blaise Lempen, journaliste, philosophe, directeur de l'agence télégraphique suisse à l'ONU pendant 20 ans, aux éditions Georg. Alors, ce qu'on a, on va dire, pour résumer le bouquin, ce que vous avez pu lire ou pourrez lire, romancé dans le bouquin de Virginie Despentes, Subutex, Vernon Subutex, le 3, ici, on a droit à un essai philosophico-journalistico-historique. C'est absolument, c'est une somme. C'est un bouquin qui farfouille les problèmes qu'on a aujourd'hui, qui propose quelques solutions. C'est un état du monde, un état des lieux du monde aujourd'hui. C'est passionnant. Blaise Lempen, donc journaliste helvète. Myriam. Je poursuis dans l'humanisme à mon tour. Féminisme, plus précisément, je voulais saluer une initiative qui a été mise en place par des musiciennes, une quarantaine de musiciennes la semaine dernière, donc au début du mois de juin, au Québec, ont décidé de co-signer une lettre pour parler des inégalités, du sexisme, en fait, dans l'industrie de la musique. Elle note vraiment une industrie à deux vitesses, vraiment très genrée. Donc, elle note des préjugés quant aux doutes qu'on a sur leurs connaissances techniques et de l'équipement, de la mise en doute même de leur pertinence et de leurs expériences musicales, et aussi l'inégalité sociale, en fait, l'inégalité salariale qui existe encore dans cette industrie-là. Donc, elles ont été une quarantaine à signer cette lettre-là. Et déjà qu'avec la dématérialisation de la musique, les femmes partent désavantagées donc, dans cette industrie musicale. Donc, elle pose la question, collectivement, comment on peut faire
pour relever le niveau et égaliser les deux genres en musique. Merci beaucoup. Dernier coup de cœur, puisque nous sommes dans cette fondation, autant lui rendre hommage. C'est l'architecture de Franck Gehry. Et puis vous savez que en 1977, Beaubourg est arrivé en France. L'architecture de Renzo Piano, ça a quand même révolutionné les musées du monde entier. Peut-être que l'arrivée de Franck Gehry dans ce joli secteur du Bois de Boulogne va aussi permettre de dynamiser tout ce qui est construit dans le monde en matière de bâtiments liés à la culture et au monde francophone. Donc, bravo à celui-ci. Et avec cette exposition magnifique dont on parlait au début de l'émission, consacrée à l'art africain à propos justement de la collection de Jean Pigozzi. Merci à vous tous. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. C'était 300 millions de critiques. Je n'ai toujours pas compris pourquoi je me tapais sur le genou droit, mais j'aurai la réponse la semaine prochaine. Ciao. Je mène les loups, laissez donc faire. Je mène les loups, loin de chez vous. Je mène les loups, laissez donc faire.